Le château des Poulfinques, chapitre 3. Thomas n'écoutait plus. Il avait saisi une lanterne et dévalait l'escalier de la tour. Il ne savait pourquoi. Il devait aller voir sur la grève, comprendre ce qui se passait, aider peut-être. La grève correspond au bord de l'eau. En bas, il n'eut qu'à tirer la porte pour se retrouver dehors. Dehors, de l'autre côté des murs, dans l'immensité des champs, des dunes et des landes. Il n'était pas seul. La nuit était trouée de halos lumineux qui se hâtaient vers la mer. Des halos lumineux sont des cercles de lumière. Se hâter signifie se dépêcher, se précipiter. Il suffisait de les suivre. Sous la pluie fine qui tombait toujours en rafales, il rabattit son capuchon et se mit à marcher. En arrivant à la pointe de la roque, il découvrit le désastre. Le navire s'était échoué sur un plateau rocheux, à quelques brasses du rivage. La voile, déchiquetée, battait contre le mât. Des silhouettes, des lanternes s'agitaient sur le pont. Malgré les vagues, une barque tentait d'atteindre l'épave. En sauvant les passagers, les villageois s'assuraient une belle récompense. Quant à la cargaison, demain, après la marée basse, elle aurait disparu. La cargaison, ce sont les marchandises qui se trouvaient dans le bateau qui vient de faire naufrage. Ceux qui attendaient sur le sable en rêvaient à voix haute. De la laine, de belles étoffes, du vin de Bordeaux pour le roi d'Angleterre, pour la dame Aliénor dans son château de Poitiers. Bien mieux que ça, des armes, du cuir d'Espagne, des chevaux peut-être. Les autres s'esclaffaient. Tout cela valait si cher. Comment croire à pareil trésor? Il y eut un mouvement dans la foule lorsque la barque revint vers le rivage, portant quelques rescapés. Thomas s'avança, lui aussi. Parmi ceux qui se pressaient autour de l'embarcation, il reconnut soudain le jeune homme à la balafre, celui qui dormait la veille à l'infirmerie. Une balafre, c'est une cicatrice. Un couteau au poing, il avait de l'eau jusqu'aux genoux et entraînait à l'écart une femme échevelée, hagarde. Échevelée signifie que cette femme a les cheveux en désordre. Avoir l'air hagard signifie avoir l'air perdu. Celle-ci cherchait à le repousser, appelait à l'aide, mais les villageois étaient trop occupés à décharger des sacs qu'ils emportaient au plus vite. Les villageois, vous l'avez compris, sont en train de voler la cargaison qui se trouve sur le bateau qui a fait naufrage. 2 enfants terrifiés s'accrochaient à son manteau et elle semblait prête à défaillir. Défaillir signifie s'évanouir. Thomas sentit une colère énorme le submerger. Qu'allait-il faire, ce bandit, avec son couteau? Il semblait capable de tout. « Arrête !» hurla-t-il. « Laisse-les en paix !» Malgré les efforts de la femme, le jeune homme au couteau s'était emparé d'une bourse. « Arrête !» répéta Thomas. « Et prends ça !» D'un geste rapide, il dégrafa la broche qu'il portait à l'intérieur de sa chemise et la tendit. L'autre se retourna. La broche luisait doucement à la lumière de la lanterne. Un vrai petit soleil rouge, pensa Thomas, la main ouverte. Le garçon balafré s'approcha, saisit prestement le bijou. Prestement signifie rapidement. Maintenant va-t'en, laisse-les. Avec ça, tu as de quoi manger pour longtemps. Au même instant, sans que Thomas sût comment ni pourquoi, la plage fut plongée dans l'obscurité. Il entendit encore quelques pas étouffés, puis plus rien. Après avoir cherché en vain sa lanterne, il remonta en trébuchant jusqu'au sommet de la dune. Là, il comprit. Les villageois s'étaient éclipsés,
tout feu éteint, par peur de rencontrer frère Géraud, qui arrivait de l'abbaye avec une charrette et quelques hommes armés. Un guetteur posté sur la dune avait dû avertir les pilleurs. Des pilleurs, ce sont des personnes qui volent et qui détruisent. Ils avaient disparu, emportant le butin qu'ils allaient enfouir dans les repères de la forêt et revendre au plus vite. L'inconnu au couteau n'était plus là, bien sûr. Il s'était enfui avec le petit soleil rouge caché dans sa tunique. Thomas se demanda s'il avait bien fait de s'en séparer, après l'avoir gardé tant d'années. Il lui sembla qu'il saurait s'en passer lorsque reviendraient les jours de tristesse. À condition cependant que sa perte serve à quelque chose. Et ce qu'il espérait de toutes ses forces, c'était que la belle femme au manteau ait pu échapper au balafré. Il la chercha des yeux, s'évertua à fouiller l'obscurité du haut en bas de la grève, sans la trouver. Devant la barque qui ramenait de nouveaux rescapés, frère Géraud donnait des ordres, poussait le groupe chancelant vers la charrette. À côté de lui se tenaient les petites silhouettes de Gerbert et Renaud. Thomas résolut de les rejoindre au moment où le cortège remontait la pente. « Tu t'es enfui » chuchota Renaud. Frère Géraud était furieux. « Tu vas être convoqué au parloir » renchérit Gerbert. Thomas haussa les épaules. Il ne craignait pas vraiment les remontrances du frère Géraud. Leurs deux secrets étaient à présent réunis puisque le balafré courait sur la lande avec le trésor qui provenait du grand arbre. En regardant le dortoir ce soir-là, Thomas était sûr que le chien ne viendrait pas. Il osa même penser que la tempête l'avait peut-être noyé à jamais. Ce qui advint, en revanche, fut bel et bien une convocation dans la salle du chapitre dès le lendemain. Frère Géraud attendait seul, le visage sévère. On vous l'explique, le chapitre est une salle qui se situe dans l'abbaye. Thomas, cette fois tu me dois des explications. Thomas se campa droit devant lui. Se camper signifie se tenir bien droit, avec fierté. J'ai couru parce que je voulais les sauver. Tu as franchi sans autorisation la porte du monastère. C'est une faute grave. Et dis-moi, tu comptais les sauver comment? Avec tes mains nues? Eh bien oui, avec mes mains nues. Et je l'ai fait. Heureusement que j'étais là. Parce que votre protégé, le balafré qui dormait l'autre jour dans l'infirmerie, il était là lui aussi. Et ce n'était pas pour les sauver. Thomas s'emportait. Ça lui faisait du bien. Il en profitait puisque frère Géraud le laissait parler. Il jouait du couteau. Il s'attaquait à une dame toute pâle, toute blanche. Je lui ai donné un bel objet, ce que j'avais de mieux pour qu'il cesse. C'est comme ça qu'il vous remercie de l'avoir nourri et soigné? Thomas, je ne soigne pas les êtres pour qu'ils me remercient. Ils sont les enfants de Dieu comme moi. Ce garçon balafré, comme tu dis, tremblait d'épuisement et de faim quand je l'ai trouvé à la lisière de la forêt. La lisière signifie en bordure de forêt. Ne fais pas cette tête étonnée. Oui, je vais dans la forêt, et aussi sur les dunes. Je cherche des plantes qui soignent, tu le sais bien. Mon jardin ici n'est qu'un reflet de la création divine, il ne contient pas tout. Thomas battit des cils. Il attendait la suite. Un jour, avant les vêpres, poursuivit l'infirmier, j'ai trouvé ton balafré si épuisé qu'il allait tomber. Les vêpres, c'est une messe qui a lieu le soir. Il avait de la bave aux lèvres, comme un coursier poussé à bout. Un coursier est un cheval. Depuis le matin, il était poursuivi par les chevaliers de Marche Noire, qui le traquaient
parce qu'il avait pris un faisan sur les terres de leur sire. Un faisan est un oiseau qu'on peut manger. Connais-tu la loi des seigneurs, Thomas? Celui qui ne la respecte pas est pendu. On entendait déjà les chiens aboyer. Peut-être l'aurait-il dévoré. J'ai ouvert la porte de la tour. Il s'est reposé à l'infirmerie. Il est reparti hier, peu après ton passage. Dressé de toute sa stature, frère Géraud parlait calmement, et Thomas sentait fondre sa colère. À peine était-il dehors qu'il chercha à voler, reprit-il pourtant, à piller des pauvres gens sans défense. Frère Géraud soupira. Si je n'avais pas ouvert la porte, il l'aurait pendu sans délai, au premier arbre de la forêt. Je ne sais que te dire. Le reste appartient à Dieu. Tu peux prier pour qu'un jour il lâche son couteau. Thomas fit un signe de tête, pensant que l'entretien s'achevait là. Mais frère Géraud n'avait pas terminé. Thomas, tu t'es enfui hier parce que tu voulais voir dehors, de l'autre côté du mur. Tu es monté à l'arbre pendant toutes ces années, pour la même raison. Le saviez-vous? Non, tu es très habile. Je ne te reproche rien. La règle de ce monastère n'interdit pas de grimper aux arbres. Ils permettent de se rapprocher du ciel, n'est-ce pas? Thomas acquiesça. Acquiescer signifie approuver, dire oui. Écoute-moi. La voix de frère Géraud était devenue si grave que Thomas en fut aussitôt alerté. Il te sera bientôt permis de voir le monde autant que tu voudras. Nous avons reçu récemment une lettre de ta famille, signée par ta mère et ton oncle, en l'absence de ton père. Ils demandent à notre monastère de bien vouloir te rendre à eux. Ton frère aîné a trouvé la mort à la fin de l'hiver, au cours d'une partie de chasse. Tu es désormais l'héritier des Poulfinques. Thomas avala sa salive plusieurs fois et demanda à frère Géraud de répéter la nouvelle. L'infirmier s'exécuta avec une grande patience. Si je décidais de ne pas rentrer là-bas? Si je préférais rester ici, murmura Thomas, quand il fut certain d'avoir bien compris. Le monastère ne s'opposerait pas à ton choix, mais réfléchis bien. Ta famille a besoin de toi, afin que demeure le nom de ton père et de tes ancêtres. Thomas n'avait rien à répondre. Il avait l'impression de glisser dans un trou sans fin. Ceux qui viennent te chercher sont déjà en route. Il est écrit qu'ils arriveront au début du mois de mai, reprit frère Géraud. D'ici là, cette nouvelle est ton secret. Tu la partages avec qui tu veux. Moi, je ne dis rien.